Donc depuis plusieurs mois, je suis placé en ce qu'on appelle une recherche d'affectation. Ça veut dire que je suis sans affectation, je n'ai pas le droit d'avoir un bureau, je n'ai pas le droit d'avoir une secrétaire, je n'ai aucun moyen de travailler, et même on m'empêche de me déplacer. Je n'ai pas d'ordre de mission, et si je demande à pouvoir répondre à des invitations pour faire des conférences, à des congrès internationaux où je suis invité pour faire des conférences plénières, pour présenter un petit travail, on me le refuse. Vous êtes donc un spécialiste, une référence en matière de santé publique. Alors, dites-nous un petit peu, parce que tout ça, on va le mettre en évidence sur le blog, quelle est votre définition de la santé publique? Pour vous, c'est quoi la définition? Et pour vous, c'est quoi l'enjeu? Santé publique, c'est quoi? Alors, parce que les gens n'y connaissent rien. La santé publique, c'est tout simple, c'est de la médecine. La médecine, c'est pour s'occuper des malades, pour soigner et guérir. La santé publique, c'est simplement pour empêcher les gens qui sont en bonne santé de devenir malades, ou ceux qui sont malades de s'aggraver. Et au lieu d'agir dans des prises en charge individuelles dans un cabinet face à face, l'impact se fait par milliers de personnes parce qu'on a des actions qui sont plus générales, qui sont plus sur la société. Par exemple, pour la prise en charge du tabac, dans son cabinet, le médecin va donner des conseils, apporter une prise en charge thérapeutique pour le malade qui fume. La personne qui s'occupe de santé publique va s'intéresser au comportement de la population et proposer des actions visant à limiter l'impact ou l'image que veulent donner les cigarettiers de leurs produits. Alors, ils donnent par exemple l'image light de leurs produits, et donc on combat cette image light qui est une fausse image, alors que les cigarettes light sont aussi toxiques que les cigarettes normales, ce qui a été bien démontré. Alors, j'ai un petit problème sur ça, mais vous allez bien le comprendre, je suis un provocateur, je suis médecin comme vous, mais je suis un libertaire, je suis un débauché. Donc, si vous voulez, il y a un petit côté ayatollah sur ces aspects-là, parce qu'il y a des problèmes importants de santé publique, le Mediator en est un exemple. Interdire le tabac et l'alcool de manière non culturelle, s'appuyant sur simplement des statistiques, ça me pose problème. Je le dis comme ça pour qu'on relance le débat. Une société qui prohibe tout expédient, on arrive à Al Capone, quoi. Et donc ça me fait un petit peu peur. Alors c'est-à-dire que moi je suis absolument, étant très attaché au développement de la vie sociale et de société, à la santé publique, je sais que je suis pour qu'on en donne plus les moyens. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'une politique de santé publique se transforme en puritanisme ou en ayatollah. Alors je rajoute une dose. Non, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on nous traite d'ayatollah. Ça prouve déjà le niveau du débat scientifique. Le tabac, c'est 70 000 morts par an en France. Un fumeur sur deux va mourir d'une complication liée au tabac. En moyenne, un fumeur perd 7 années de sa vie. Donc c'est des choses qui sont quand même assez inquiétantes pour un médecin. En face, on a une industrie qui veut vendre son produit. Et vous comprenez bien qu'une industrie qui perd tous les ans un fumeur sur deux, elle a besoin de remplacer ses consommateurs. Et pour remplacer ses consommateurs, à qui elle s'attaque? Elle s'attaque aux plus jeunes. On fait fumer les adolescents. Et plus on fume jeune... Une restructuration, un déploiement des marchés vers les pays, par exemple, du sud-est asiatique ou d'Afrique. Voilà. Plus on fume jeune, plus on sera dépendant. Alors dans les pays développés, on a la chance d'avoir pu mettre en place des actions pour limiter l'impact du marketing des cigarettiers, donc ils s'attaquent aux pays pauvres, aux pays qu'on appelle en voie de développement. Et donc le tabagisme augmente de façon dramatique dans ces pays. Dans tous les pays riches, le tabagisme diminue.
sauf en France. La France est le seul pays riche du monde où, depuis 2 ans, la consommation de tabac repart à la hausse. Donc on peut se demander qui est-ce qui fait la politique de santé publique en France. Est-ce que c'est les médecins de santé publique ou si ce n'est pas les cigarettiers? Donc on n'est pas des ayatollahs, on est là pour informer les gens du risque et pour aider à ce qu'ils ne soient pas... Comme le ferait Thierry Ardisson dans une interview show de est-ce que vous imposez qu'on ne fume plus du tout en France? 4 cigarettes, 5 cigarettes par jour? Moi je ne suis pas là pour imposer, il y a des propositions qui sont faites. On ne fume pas dans les lieux publics, ça c'est très bien passé. C'est vrai que c'est une contrainte. Sympathique, il n'y a personne qui fume. C'est une contrainte, mais si on donne une image sociale et valorisante du tabac, les jeunes vont se mettre à fumer. Il faut se rendre compte que la personne qui a lancé le tabagisme chez les femmes, c'est Edward Bernays. C'est un Américain qui est un neveu de Freud, la psychanalyse, et c'était dans l'année 29, où il y a une grande parade à New York tous les ans, c'est le 1er avril. Il travaillait pour Lucky Strike à l'époque, et il a recruté des mannequins, et elles devaient allumer une cigarette le jour de ce défilé, où elles étaient, et il avait prévenu les journalistes du New York Times d'être là pour faire une photo. Et donc, au moment convenu, elles ont toutes allumé une cigarette en disant « c'est le symbole de la liberté de la femme ». Donc, depuis cette époque-là, alors que c'était les hommes qui fumaient exclusivement les hommes, ce sont les femmes qui fument. Et elles se mettent à fumer progressivement autant que les hommes pour prendre cette image de liberté grâce au tabac. Actuellement, alors que la consommation de tabac baisse chez les hommes, elle augmente chez les femmes. Donc on va avoir plus de femmes fumeuses que d'hommes fumeurs. On va avoir bientôt plus de femmes qui vont mourir de cancer du poumon que de cancer du sein. Donc, Edward Bernays, c'est celui qui a inventé ce qu'on peut appeler l'opinion molding, c'est-à-dire le marketing de masse, hein, le modelage des opinions. Et il est très connu pour ça, mais c'est étonnant qu'on ne l'ait pas reconnu pour l'apport qu'il a donné à la liberté et à l'émancipation de la femme. Ok. Alors, tout à fait. Cela dit, bon, c'est vrai que la santé publique, ce n'est pas que le cas, c'est très important, et c'est vrai que je me souviens un problème, c'est évident. Je vous dis, je pense que il est important de réfléchir culturellement, donc aussi politiquement sur ces questions de dépendance par rapport à des produits. Dépendance ou pas forcément dépendance. Il ne faudrait pas que la santé publique devienne une culpabilisation. La santé publique doit être un facteur d'émancipation. Paul Cesbron, que pensez-vous de la santé publique? Quelle est votre option par rapport à notre invité d'aujourd'hui, Alain Royan?